Son regard passa, affolé, sur le reste de la troupe, et il comprit soudain le sourire défiant de Mersch, l'agacement de Chacal, l'emportement d'Agnès. Jusqu'alors le danger, oui, mais ce danger était autre chose comme de fatal. Il aurait voulu se porter jusqu'à la hauteur du chef pour lui demander ce qui se passait. Il se sentait mal. Le petit Lucas regarda encore derrière lui Mersch, que la torche parvenait à peine à éclairer, qui semblait de plus en plus s'enfoncer dans les ténèbres. Ses traits le frappèrent, si détendus. Il se demanda soudain si l'ancien chevalier avait été véritablement inquiet. Ensuite, et brutalement, Luana s'effondra. Il ne parvint pas à la retenir. D'un coup de son poids s'avéra trop grand et, glissant de son épaule, la guerrière s'abattit au sol. Là, sous ses yeux, elle se recroquevilla, et sa main cherchait à atteindre la gorge où peinait à passer l'air. Son flanc à nouveau rougi, Mersch les avait rejoints. Regarde à faire. « Ce n'est pas fini, Lucas. » Il releva les yeux sur l'implacable archer pour n'y trouver que 2 yeux éteints, dont la nuit avait volé les couleurs comme les traits. Il le sentit à ses côtés comme une statue, un bloc inébranlable, sans la moindre chaleur. « Qu'est-ce que tu veux dire » formula péniblement le jeune homme. « Il veut dire qu'on va s'en sortir, petite tête, » répliqua Irvin. La voix d'Irvin était nerveuse, plus fausse que le poison. Il regardait autour pour ne pas regarder plus haut ces feuillages de plumes les regarder, ces centaines, ces milliers d'yeux rouges. Chacal aussi les avait rejoints, et seule Agnès se tenait en retrait, sa propre torche en main, sa propre réalité à elle. À les regarder creuser leur tombe. « Ces bestioles, c'est quoi » demanda encore Lucas. « Des crevards, répondit Chacal. « Des crève-cœurs. »« Des corbes » demanda le petit. « Je déteste les gens du Sud, conclut le vétéran. Un instant, Lucas repoussa l'idée, puisque ces créatures appartenaient aux légendes. Pire que les légendes, elles appartenaient à la mythologie. Puis les idées s'enchaînèrent. Tout ce procès qu'Irvin ne ferait jamais, dont Agnès se moquait. Lucas cherchait à reconstruire ce qu'était un crève-cœur, et s'il avait su, il aurait compris ce qui se passait. Mais le petit n'était pas lettré. Il n'avait que les rumeurs et les contes pour seul guide. À présent, les croissements étaient incessants. Le battement d'ailes interminable les assourdissait. Il releva la tête et les arbres étaient remplacés par ces masses bestiales dressées contre eux. Toute la forêt. Dans sa tête se fit l'idée que, quand les corbes commenceraient à tourner en cercle, alors ce serait la fin. Il revint à Mersch, brutalement, et celui-ci s'était agenouillé auprès de la guerrière pour lui palper le cou, pour lui palper le flanc, puis il se releva. « Tu veux l'entendre » demanda-t-il à Chacal. « Vas-y, qu'on en finisse. »« Vivante, elle en a pour plusieurs jours. »« Agnès » gueula le chef. Elle vint vers eux, et sa torche à la torche de Lucas sembla fulminer. Il y avait eu en elle un déclic, celui de la survie. Maintenant, ils allaient l'abandonner. Maintenant, ils allaient partir. Fuir. C'était ça, leur chance. « Ton médaillon !» Et Chacal tendit la main. La combattante demeura interdite, parce qu'elle n'avait aucune idée de la valeur de son médaillon. Simple décoration. Elle dut penser, sans doute, qu'en le donnant, elle accélérerait leur départ. Alors d'un geste, elle l'arracha de son cou et le posa dans la poigne du chef, qui le tendit aussitôt au petit Lucas. « Toi et Agnès, vous courez. Nous, on va tenir. » Et se relevant à tous. « Des questions ?»« Ouais, dit Irvin. Pourquoi je reste ?»« Parce que tu veux pas mourir. »« Ici ou ailleurs, souffla ce dernier, hargneux. Une dernière fois, Chacal regardait le petit Lucas, et ce regard dura longtemps, longuement, 2, 3 secondes, 8 secondes, 15 ou 16, tout ce que Chacal aurait voulu dire au petit avant que ce dernier ne parte. Il fit signe, et la troupe se détacha. Agnès emportant le petit avec elle, tandis que les autres, gardant la torche de Lucas, se reformèrent autour de la guerrière étendue. Elle présentait alors au ciel son bouclier, et le bouclier avec ses lettres enflammées par la torche était un nouveau rempart aux bêtes nocturnes. « Dépêche !» lança Agnès, en se retournant pour le petit. Elle tenait sa torche droit devant elle, pour empêcher la braise détachée d'aller se perdre dans sa chevelure. À l'autre point, la masse balançant dans le vide, filait au-dessus de l'herbe et rasait les troncs pesés dans sa course. Lucas, derrière, n'arrivait pas à gagner sur elle. Il s'efforçait, tant qu'il le pouvait, de la rejoindre la protection de la torche et de cette masse, mais ses jambes étaient lourdes, infiniment lourdes. Son souffle difficile. Il la voyait courir, à peu de lui, trop loin pourtant. Il sentait la distance entre eux se creuser de plus en plus. Ses jambes comme faibles, tremblantes. Il la vit jeter la masse dans les herbes. Lucas se tendit pour bondir en avant, percer en avant jusqu'à elle, mais son corps ne parvenait plus à suivre. Il trébucha, se rattrapa, se relevait. Il la vit soudain paniquer. Le feu de lumière autour d'elle englouti en un instant par toutes les ailes battantes, et ses yeux rouges l'engouffraient. Il crut entendre son râle, mais c'était les râles des corbes. Lucas se rendit compte qu'il ne bougeait plus, que tout autour, toutes les branches étaient chargées par ces créatures de folie. Il cligna, et ses membres retrouvant leur force, avant de voir la flamme s'éteindre, se remit à courir au hasard dans la forêt. Sa course déboucha brutalement sur une route de terre creusée de sillons de roue. Lucas se retourna. Derrière lui, les yeux rouges pesants. Il se remit à courir, et toujours plus loin, sans plus penser à rien qu'à vivre. Il pouvait entendre les râles et les sifflements de lames, les sifflements de flèches, les prises au poing et ses os éclatés. Ensuite, un village.
Il n'aurait su dire lequel. Une dizaine de maisons arrachées à une clairière. Les gardes l'avaient vu, vinrent à lui. Lui, essoufflé, dit seulement « Des corbes !» Puis, tandis que les soldats le laissaient se reprendre, il expliqua comment son groupe s'était fait surprendre, ce qu'ils avaient décidé et comment ils en étaient arrivés là. À cet instant, le bruit du combat battait encore dans sa tête. « On va les chercher ?» demanda un garde au petit, mais d'une voix étrange. Il parlait du groupe, de Luana, d'Irvin et de Mersch, de Chacal, et le petit se retournant regarda la forêt, ces milliers, plus que des milliers, ces légions de corbes, battant au-dessus des bois comme une tempête d'ailes, tournoyées en un cercle immense au-dessus du lieu où il les avait laissés. La certitude se grava dans son cœur, l'écho du combat s'éteignit, il secoua la tête, tristement. Les gardes regardaient la forêt paisible, sans la moindre créature, silencieuse. L'illusion du Liscorde, les bêtes d'illusion, c'était qu'on se battait de métal et de chair. La vérité, c'était que Lucas avait été la meilleure arme de Chacal contre les corbes, et que le petit Lucas l'avait tué.